Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Chaque vendredi, vous pourrez vous enrichir avec l'expérience d'éducateurs au sens large qui cherchent à contribuer à ce plein épanouissement. Des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des chercheurs, des formateurs et même des rééducateurs. J'ai à cœur que l'école évolue pour que chaque enfant puisse développer son plein potentiel. J'essaie de faire ma part avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, le podcast bien sûr, et mes 2 cartons dans l'éducation nationale. Pour résumer, au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne des professeurs des écoles pour leur faire découvrir l'éducation Montessori, qui est en parfaite cohérence, adéquation avec les recherches en neurosciences. Vous trouverez plus d'informations sur mon blog, montessori-apprendreautrement.com et plein d'autres ressources. Si vous voulez recevoir gratuitement les clés les plus efficaces pour développer le plein potentiel des enfants à l'école et à la maison, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode. Pour passer à la vitesse supérieure, vous pouvez vous inscrire à ma formation en ligne ou en présentiel. Vous aurez toutes les informations sur le blog. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. Daniel Dumont est spécialiste de l'écriture depuis 35 ans. La méthode Dumont, c'est une éthique, un concept, des outils théoriques, des outils pratiques et des supports pour la classe. Je la cite, « L'écriture est un acte devenu si banal dans nos sociétés que l'on pourrait presque penser qu'il suffit de savoir écrire pour pouvoir l'enseigner. Il suffirait alors d'appliquer quelques recettes simples dont on aurait fait ou non un recueil. Pourtant, ce n'est pas si simple que cela, et les trucs et astuces adoptés pour simplifier finissent par se révéler dommageables. » Et donc dans son édition de 2016, le geste d'écriture a apporté des précisions sur chaque élément de la méthode et propose des mises en application. Dans cet épisode, nous avons parlé de l'envie d'apprendre, de produire du sens, de la gestion statique de l'espace graphique, et je n'ai pas pu m'empêcher de comparer sa méthode avec la pédagogie Montessori. Donc vous retrouverez les liens vers son site et vers ses ouvrages dans les notes de l'épisode. Je laisse place à ma conversation avec Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Céline. Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast aujourd'hui pour parler d'écriture. Donc, vous êtes l'auteur du livre Le geste de l'écriture et dans la dernière version de 2016, vous commencez directement par l'envie d'apprendre et le plaisir d'écrire. Donc ça m'a plu énormément et vous écrivez « Pour que l'élève réussisse, il faut que l'enfant ait envie d'apprendre ». Et cette phrase, elle est forte, ça dépasse vraiment l'écriture, c'est bien plus large. J'ai l'impression que vous soulevez la question « Comment susciter l'envie d'apprendre aux enfants ?» C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Alors vous dites dans la dernière édition, oui, mais c'était déjà dans la première édition, celle de 99. D'accord. Hein? Et si vous allez sur mon site et que vous regardez la synthèse de ma méthode, parce que j'ai fait une petite synthèse, j'ai fait une synthèse, on va dire, voilà, elle s'imprime sur un A4, donc elle est quand même pas immense non plus, des propositions pédagogiques que je fais pour l'enseignement de l'écriture en maternelle. D'accord? Je n'ai pas fait la même chose en élémentaire, parce qu'en élémentaire, ça suit, si vous voulez. On est sur les mêmes bases. Bon, je pourrais éventuellement faire quelque chose pour ça. Mais ce que vous dites est intéressant parce que dans cette synthèse, où je dis, qu'est-ce que la méthode Dumont? La méthode Dumont, c'est d'abord une éthique. Ça commence comme ça. D'abord une éthique. Et à côté, ne pas mettre l'enfant en difficulté. C'est ça le point de départ. Ensuite, un concept, le geste d'écriture, etc. Mais vous voyez, on est bien sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire d'abord une éthique, ne jamais mettre l'enfant en difficulté. Et malheureusement, ce qui se passe, mais nous allons en parler, on met très très souvent l'enfant en difficulté, alors qu'on pense bien faire. On ne le fait pas volontairement, bien évidemment. Oui. Ce serait quand même un peu rude. Hein. Mais malheureusement, on le fait. Vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui. Donc, au-delà de l'écriture, évidemment, votre spécialité, c'est l'écriture, mais votre objectif premier, c'est vraiment de susciter l'envie d'apprendre aux enfants, ou sinon, on pourrait dire ne pas tuer leur curiosité. Est-ce que c'est bien ça? Alors, ça va ensemble. C'est-à-dire susciter l'envie d'apprendre, et à travers ça, susciter le réflexe de sa propre réflexion. C'est-à-dire que quand on pose une question, vous voyez, on pose une question à quelqu'un, et pas seulement à un enfant,
Hein, on pose une question à quelqu'un, la plupart du temps, qu'est-ce que la personne fait en face? Elle cherche la réponse. Et ça, c'est pas ce qu'il faut faire. Parce que si on vous pose une question, la première des choses, c'est de vous demander qu'est-ce que c'est que cette question? Quelle est la question? Et moi, je l'ai vu au fil du temps, j'ai retrouvé des échanges, même avec le ministère, je l'ai vu au fil du temps. On pose la question, censément la question d'écriture, et on répond à côté, parce qu'on répond la forme des lettres, on répond le graphisme, on répond... Mais non, le problème, c'est qu'est-ce que l'écriture? Ça, c'est une chose, sur le plan pédagogique. Et puis après, on cherche comment on fait pour y arriver. Et puis, pour ce que vous soulevez, donc ça, c'est côté enseignant. Côté enfant, le problème est que on lui pose une question, et même chose, il cherche la réponse, mais il ne cherche pas la réponse dans sa tête. Il cherche la réponse parmi les réponses que l'enseignant a préparées. Vous comprenez? Et donc, lorsqu'on demande à un enfant, comment vous dire, lorsqu'on demande à un enfant ce que fait tel personnage, il va chercher dans le texte ce qui est écrit, au lieu de chercher dans sa tête ce qu'il a retenu de ce qu'il a vu ou de ce qu'il a entendu. Vous comprenez? Oui. Et la vraie réflexion, c'est la réflexion que l'enfant a dans sa tête. Mais on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure en donnant des exemples. Le gros contre-exemple, c'est la recette de cuisine. Si on dit l'enfant sait ce qu'il écrit, donc il a une autonomie parce qu'il sait que c'est une recette de cuisine qui servira à maman, non, il recopie la recette. Mais ce qu'on lui demande à l'enfant pour être autonome, et c'est ça le sens de votre question, qu'est-ce qu'on veut faire pour son bien-être et son autonomie, mais sa véritable autonomie, c'est-à-dire pas sa capacité à écrire son prénom, ni sa capacité à recopier un texte, sa capacité à réfléchir pour produire un texte qui correspond à sa pensée. Et donc ça, c'est vraiment l'élément fort, et c'est ce qui me motive, si vous voulez, c'est-à-dire faire que l'enfant ait sa propre réflexion. Attention, ça ne veut pas dire développer son esprit critique. L'esprit critique, c'est celui qui critique tout. Il a ça, pof, il critique. Hein. Comme m'a dit un jour une personne, moi, il suffit qu'on me dise de faire ça pour que je ne veuille pas le faire. Bon, bah, alors à ce moment-là, on ne peut plus avancer, hein, d'accord? Non, c'est pas ça. Ça, c'est l'esprit critique. Le sens critique, c'est avoir un élément d'observation et interroger. Alors maintenant, je suis peut-être plus sensible encore que d'autres à ce sens critique, puisque j'étais expert judiciaire et qu'en expertise, on commence par un examen critique des pièces avant de faire autre chose. D'accord. Et donc, est-ce qu'on pourrait dire que l'objectif de l'écriture, c'est de produire du sens? Oui, tout à fait. L'objectif de l'écriture, c'est de produire du sens, et parallèlement, parce que ça va ensemble et c'est indissociable, l'objectif de la lecture, c'est restituer le sens. On écrit, on produit du sens, on lit, on restitue le sens de ce qui a été écrit, en tout cas la façon dont on l'a perçu. Oui. Donc l'écriture, ça va être un travail de l'intelligence et de la main, parce que du coup, il faut avoir une pensée, savoir quel message on a envie de transmettre, et de la main pour permettre l'expression de cette pensée. C'est tout à fait ça. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que, alors là, vous vous êtes peut-être pas forcément rendu compte de la portée de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que si, dans la préparation procédurale, c'est-à-dire ce qui va apprendre à l'enfant à tenir son crayon, manier son crayon, à avoir une posture adaptée, à gérer correctement ses espaces, etc., si là-dedans, on fait intervenir l'intellect, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un apprentissage procédural, on fait un apprentissage sémantique. C'est-à-dire, on va faire en sorte que l'enfant se dise, alors là, je tourne, puis là, je monte, puis là, je fais ça, etc. Ah oui, alors là, je prends mon crayon comme ça, alors je mets ma main comme ça, je mets mon crayon comme ça. Et là, vous tuez toute possibilité d'automatisation du geste, et par là même, comme on ne peut avoir dans l'esprit qu'un contenu sémantique, on peut avoir plusieurs contenus procéduraux. On peut marcher, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut marcher en faisant autre chose, on peut marcher en mangeant.
Ah, vous avez un sandwich, vous marchez en mangeant, vous mangez, vous marchez. Ce sont des activités qui sont procédurales, si on peut dire, hein, dans les gestes que vous faites. On peut avoir plusieurs activités qui sont du registre de l'encodage procédural. D'accord? Mais on ne peut pas avoir en même temps à l'esprit plusieurs choses qui sont du registre du sémantique, c'est-à-dire du sens. Si vous pensez au temps qu'il fait, vous ne pouvez pas en même temps penser au temps qu'il fait et puis penser à autre chose. Si votre esprit est focalisé sur le temps, si c'est une sensation, j'ai froid, oui, là vous pouvez sentir que vous avez froid et puis penser à autre chose, parce qu'on est sur le registre de la sensation. Mais sur le plan intellectuel, c'est-à-dire si on amène toutes ces activités comme on le faisait dans le passé, comme malheureusement on tend encore à le faire parfois, si on amène tout ça sur le plan sémantique, alors il n'y a plus de place pour le sens de l'écrit. Vous comprenez? D'accord. Hein? Donc, il faut qu'on réserve au sémantique ce qui est sémantique et au procédural ce qui est procédural. Et quand le procédural est réussi, hop, on peut entrer sur le plan sémantique et on réussira tout de suite la production d'écriture parce qu'on l'aura réalisé correctement et on n'aura pas besoin, on l'aura appris correctement, on n'aura pas besoin de faire intervenir des artefacts, on va dire, je ne sais pas comment vous dire ça, des astuces, des trucs, quoi. Oui. J'ai l'impression que vous dites deux choses très importantes en même temps. La première, c'est que les enfants doivent comprendre, avoir conscience de l'objectif de l'écriture, qui est de produire du sens et pas juste s'appliquer à reproduire des lettres. Et que les enfants aussi doivent avoir conscience, voilà, bah c'est un peu la même chose, qu'on n'écrit pas pour tracer des lettres, mais pour produire du sens. Oui, donc ça c'est la première. Et la deuxième, que s'ils sont en train de penser à je monte, je descends, je tourne, ils sont pas en train de penser au message qu'ils ont envie de transmettre. C'est ça? Oui, alors c'est ça. Néanmoins, quand vous dites les enfants doivent avoir conscience que l'écriture produit du sens, en fait la conscience elle se fait toute seule. Oui. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on va apprendre à l'enfant à écrire, c'est-à-dire quand on va préparer l'enfant à apprendre à écrire, avec toutes les entrées. Si vous avez vu ma chaîne YouTube ou si vous l'avez vu dans le livre aussi, hein, toutes les entrées, c'est-à-dire la posture, la tenue et le maniement du crayon, le travail des doigts, donc qui va avec évidemment, hein, ce que j'appelle la gestion statique de l'espace graphique, c'est-à-dire tout ce qui va permettre à l'enfant de bien poser les lettres sur la ligne, de les calibrer correctement, etc. Et puis ce qui va lui apprendre le lieu d'attaque et le sens de rotation de la boucle, qui est la forme de base de première unité, c'est-à-dire c'est vraiment la base de l'écriture. Quand l'enfant va apprendre tout ça, il ne faut surtout pas, sous peine de surcharge cognitive, il ne faut surtout pas dire à l'enfant que ça lui servira à apprendre à écrire. Et il ne faut pas qu'il ait conscience de ça. C'est-à-dire ce qu'il faut, c'est monter le processus. Vous voyez, c'est véritablement monter le processus. Et quand le processus est monté, alors, après coup, il va prendre conscience qu'il avait appris à écrire. D'accord. Vous comprenez? Oui. Il avait appris à écrire. Je me souviens, alors je ne sais pas si je l'ai remis dans la dernière édition, je me souviens, quand j'ai commencé, des enseignantes donc avaient utilisé cette méthode pour apprendre à écrire aux enfants de maternelle, et puis un beau jour, elle leur fait écrire, elle écrit au tableau « Titi lit ». Donc c'est un Titi qui est en train de lire. Et elle dit aux enfants, là j'ai écrit Titi lit, et vous allez recopier. Et les enfants étaient abasourdis, mais maîtresse, on sait écrire. Ils ne s'étaient pas rendus compte qu'ils avaient appris à écrire. Et c'est ça qui est important. Vous comprenez? Le registre du procédural. Quand vous apprenez à un enfant à marcher, vous ne lui dites pas s'il y a un obstacle devant toi, tu dois lever ton pied plus haut ou tu dois élargir ton pas, etc. L'enfant va le faire. Hein. Pas quand il commence, parce qu'il est tout bancal. Hein. Mais une fois qu'il a la marche un petit peu avancée, il va comprendre. S'il voit un escalier devant lui, il va savoir qu'il faut monter le pied pour monter. Et vous ne lui aurez pas dit, monte ton pied pour poser ton pied sur la marche. Voyez? Donc pour vous, c'est pareil pour l'écriture. Quand il va faire un L, il va monter pour faire le L. Alors, voilà. C'est-à-dire qu'on lui aura appris par des exercices appropriés à délier les doigts, à monter, etc. Et quand on va lui montrer au tableau, donc par exemple 2 petites boucles, 2 grandes boucles, on va faire une série comme ça, hein, 2 petites, 2 grandes, 2 petites,
mais on va le faire assez rapidement, hein, 2 petites, 2 grandes, 2 petites. Donc l'enfant tire ses doigts, il a fait des activités avant qui amèneront à ça, et l'enfant va écrire tout de suite le mot le dans un contexte donné. On va lui proposer des images où il y aura des objets masculins, des objets féminins, avec le nom de l'objet, et on va lui demander d'écrire le devant le nom de l'objet où on peut dire le. Oui. Et on ne peut pas dire là, on ne peut pas dire le à la place de là. Par exemple, je ne sais pas s'il y a une salle de classe, on ne peut pas dire la table. On peut dire la table, on ne peut pas dire le table. Eh bien, il ne mettra rien. Donc, c'est une première réflexion. C'est une première réflexion extrêmement simple. Et pour rejoindre ce que vous avez dit tout à l'heure, si donc on a cette étape de le, on a l'étape de L, E2LE, même principe, elle, il, et puis on aura pris les étrécis, etc. Et à un certain moment, on va arriver au rond. Donc on a la boucle, l'étrécis, le rond, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Et quand on arrive au rond, on a le rond qui est ouvert, donc le rond pas fermé, qui permet de faire la lettre C. Et avec la lettre C, on peut tout de suite désigner un objet et dire celui-ci. Plus précisément, écrire celui-ci sous l'objet qu'on veut. Et là, c'est le véritable fruit de la réflexion, contrairement à le ou elle qui s'imposait. Là, l'enfant regarde, choisit, et il dit ce qu'il pense lui, moi je pense celui-ci. Et il écrit celui-ci. Vous voyez ? Ça va, vous avez saisi ? Oui, d'accord. Alors ça paraît peut-être confus comme ça pour quelqu'un qui ne connaît pas la méthode, mais je vous assure que c'est véritablement très simple. Oui, puis on sent que ça donne du sens en fait aussi. Voilà. Si on sait écrire le, on écrit le quand l'objet est masculin. Si c'est féminin, on n'écrit rien. Et voilà, du coup, on écrit on écrit pour produire du sens en fait, c'est ça, directement. Voilà, on écrit de façon pertinente. Voilà. On écrit de façon pertinente et c'est ce qui compte parce qu'il faut que l'enfant comprenne dès le début qu'écrire, c'est produire du sens, ce que vous disiez tout à l'heure, de façon à ce qu'ensuite, celui qui va recevoir l'écriture va restituer le sens par la lecture. Oui. D'accord. Et au début du livre, vous faites une comparaison qui m'a beaucoup plu. J'adore les comparaisons, les métaphores. Vous avez comparé avec l'alphabet russe parce que en grande section, on demande aux enfants de reconnaître, nommer et lire les 26 lettres en minuscules, en majuscules et en script, donc 78 lettres. Donc déjà, sans parler du fait qu'on devrait leur apprendre le nom des lettres qu'une fois qu'ils connaissent le son, ça c'est un autre sujet, cette tâche, elle est extrêmement difficile pour un enfant de 5 ans. De reconnaître, nommer et lire les lettres en minuscules, en majuscules et en script. Et donc vous comparez cette tâche avec l'alphabet russe. Donc voilà, j'ai adoré cette comparaison parce que ça montre à quel point cette tâche peut être difficile pour un enfant de 5 ans. Oui, vous voulez dire que je compare ça au fait de demander à un adulte qui ne connaît pas le russe. Oui, et bien sûr. De recopier, voilà. Et si vous lui lisez ce qui est écrit, ça va le perdre encore plus, parce que ce qui ressemble, par exemple, ce qui ressemble à notre lettre M, va en réalité se prononcer comme notre lettre T. D'accord. Voilà. Mais ça montre à quel point cette tâche est extrêmement difficile et on le sait que pour que l'enfant soit motivé, progresse et apprenne, il faut que la tâche, elle soit ni trop facile ni trop difficile. Parce que, voilà, si c'est trop difficile... l'enfant se dit non, j'y arriverai jamais, et se décourage et n'apprend pas. Donc j'en parle parce que si on regarde cet alphabet, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le russe, un Français qui ne connaît pas le russe va avoir du mal à savoir comment lire ces mots-là. Déjà, il ne comprendra pas le sens, bien évidemment. Mais si on regarde, par exemple, la lettre M, eh bien, elle correspond, ce qui correspond à notre lettre écrite M, ça correspond à notre lettre orale T. D'accord. Vous voyez ? Donc, c'est compliqué. Et si vous apprenez le russe, si vous voulez apprendre le russe, il vous faudra un temps pour vous familiariser avec cet alphabet qui utilise les mêmes signes graphiques que nous pour partie, mais les dit autrement, pour partie aussi, parce que parfois il les dit pareil. Et puis qui utilise aussi d'autres signes graphiques. Et donc, si on se met à vouloir vraiment travailler le russe, on va comprendre la difficulté des enfants. D'accord ? Alors, au sujet des lettres, au sujet des lettres de l'alphabet, de l'ordre des lettres, récemment,
une question a circulé sur Facebook, un petit peu partout. En fait, ce n'était pas une question, c'est quelqu'un qui arrivait pour nous annoncer qu'il y avait un ordre d'apprentissage des lettres. Alors c'est très bien, voilà, c'est bien d'annoncer ça. En fait, avec 20 ans de retard, c'est quand même... Voilà. Hein. Alors, ça ne fait pas tout à fait 20 ans. J'ai dit une erreur. J'ai fait une erreur en disant 20 ans. Si je parle de ce qui est préconisé par l'éducation nationale. Je dis il y a 20 ans et même plus si je parle de ce que j'ai fait. Mais l'arrivée dans les préconisations de l'éducation nationale, ça date de 2006. En 2006, il y avait des recommandations complémentaires, donc des programmes. C'était toujours les programmes de 2002 qui étaient en vigueur, qui récupéraient en fait une grande partie de ce que j'avais publié en 1999, en matière d'écriture, bien sûr. Et donc là, j'ai fait un courrier au ministère pour dire que je n'étais pas d'accord avec ce qu'il disait sur l'écriture et faire des propositions. Évidemment, je ne me permettrai pas de dire oui, je ne suis pas d'accord. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est que j'ai fait un vrai travail et j'ai présenté mon travail en expliquant que si on faisait plutôt comme ça serait mieux. En matière d'écriture, hein, Roland Guabou a fait sa part en matière de lecture, et ça, ce n'est pas quelque chose qui me concerne. Et il a très bien fait, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Moi, je parle exclusivement d'écriture. Et donc, à la suite de ce courrier, j'ai reçu une réponse du ministère me disant que, effectivement, ils allaient intégrer certaines de mes propositions. Et ils ont intégré la progression des lettres. Donc, ils me l'ont dit, d'ailleurs, on intégrera l'ordre de production des lettres, donc qui est la boucle, ce qu'à l'époque j'appelais la coupe, en référence à une coupe à fruits, la forme, si vous voulez. Le rond, le pont, etc. Et en réalité, quelques temps après, ça venait de sortir, hein, c'était sorti au mois de mai, et au mois de juillet, j'ai changé le mot coupe parce que je n'étais pas du tout contente de ce mot que j'utilise depuis longtemps. On utilise ça en expertise. Hein. Enfin, on n'utilise pas forcément ce mot, parfois on dit guirlande, ça dépend de quoi on veut parler, mais c'est un mot qui correspond plus à l'expertise. Et il ne me convenait pas parce qu'il parlait de forme. Et moi, je voulais parler de mouvement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je le disais toujours, puisque je dis, je disais, on fait la boucle, on la fait avancer, on la passe dans la machine à étrécir, qui est en fait un rectangle tout bête qu'on a mis au tableau ou sur la feuille, on la passe dans la machine à étrécir et elle ressort étrécie, c'est-à-dire elle ressort rendue très très étroite. Et j'ai créé le mot étrécie. J'ai dit, ça fait une étrécie qui correspond à ce qu'on appelait avant la coupe, sauf que c'est vu sous l'angle du mouvement, alors que coupe est vu sous l'angle de la forme. De la même façon que si on récupère guirlande, qui est un mot utilisé en graphologie, on est encore sur la forme. Une guirlande, c'est de la forme. Une étrécie, c'est rendu étroit, donc on voit bien que c'est le mouvement. C'est un processus, si vous voulez. D'accord ? Donc on a cet ordre-là, et puis ensuite, donc, j'ai repris les chemins de la fac. Je suis allée passer un Master 1, un Master 2 et je suis allée soutenir une thèse de doctorat, donc en sciences du langage. Et en fait, ensuite, j'ai interverti le pont et le rouleau, ce que j'ai appelé ensuite le rouleau. Et maintenant, ça nous fait une progression qui tient bien la route parce qu'elle est équilibrée. Mais ça, je ne veux pas entrer plus dans le détail, on le trouve dans le geste d'écriture sans aucune difficulté. Et on le trouve également sur mon site. Mais cette progression logique, elle existe depuis des années. C'est pas une découverte. C'est peut-être une découverte pour la personne qui l'a écrit. Hein, ça. Mais je crois pas. Non, c'est pas une découverte parce que la personne le sait bien. Mais au moins, ça fait un argument publicitaire. Mais voilà. D'accord. Donc, ça existe depuis fort longtemps, cet ordre-là, qui est un ordre beaucoup plus logique parce que c'est véritablement un processus, mais nous aurons peut-être l'occasion d'en parler si vous avez une question là-dessus. Oui, et j'allais vous demander pourquoi vous suggérez que l'entrée dans l'écrit ne se fasse pas par l'écriture du prénom. Et c'est justement pour respecter cette progression, boucle, étrécie, rond. Alors, l'origine
l'origine lointaine, très 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 lointaine, le manant devait être capable, dans toute la mesure du possible, d'écrire son nom en bas d'un contrat qu'il ne savait pas lire d'ailleurs. Bon, mais au moins il écrivait son nom, voilà. Hein. On a la lettre de Jeanne d'Arc là, à la mairie d'Orient, au musée d'Orient, je crois, elle a été transportée au musée d'Orient, où on a donc Jeanne d'Arc qui a signé son nom. En fait, on n'est même pas sûr que ce soit elle qui ait signé. Hein. Donc, c'est écrit Jeanne. Mais enfin, ce n'est pas l'objectif. Notre objectif, c'est pas que les enfants soient capables d'écrire leur nom en bas d'un contrat. D'accord? C'est à faire des gens autonomes. On est bien d'accord là-dessus. Ouais. Hein? Bon. Donc ça, c'est une première chose qui est l'origine. Hein? Alors après, on a monté ça en épingle. Hein? Il faut que l'enfant sache écrire son prénom. Et l'enfant, il a envie d'écrire son prénom. Pourquoi il a envie d'écrire son prénom, l'enfant? Enfin, prenez n'importe quel peuplade complètement reculé qui n'a pas du tout contact avec l'écrit. Je crois qu'il n'y en a plus maintenant, mais enfin, remontons à quelques années. Ils n'ont pas envie d'écrire leur prénom, ils ne savent pas. Je veux dire, ils savent, c'est pas... Vous comprenez? C'est pas un réflexe biologique en quelque sorte. Hein. Oui. On est bien d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on apprend à écrire le prénom, mis à part ce problème-là qui me gêne, moi, personnellement. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fait? On dit à l'enfant, si tu écris, tu fais une trace qui représente ce que tu veux dire. Mais c'est grave, parce que c'est pas vrai. L'écrit ne représente pas l'objet. Vous me suivez? Oui. Si j'écris, donc si vous avez une feuille et un papier devant, une feuille et un crayon devant vous, vous écrivez G-A-T-O. Qu'est-ce que vous avez écrit? Gâteau. Et dessinez-le. Qu'est-ce que vous dessinez? Bah, je dessine un gâteau. Vous dessinez un gâteau, d'accord? Et si vous êtes à la frontière espagnole ou à la frontière italienne, ben vous pouvez éventuellement dessiner un chat. Évidemment, d'accord. D'accord? Le mot gâteau ne représente pas un gâteau. C'est un mot écrit pour, dans ce contexte-là, parler d'un gâteau. D'accord? L'écrit ne représente pas l'objet. Alors, avec une petite nuance dans notre langue française, parce que l'édit de Villers-Cotterêts a fait que les orthographes se différencient en fonction du sens. Si je vous dis, alors la chose la plus banale de toutes, hein, si je vous dis écrivez un seau, comment vous écrivez un seau? Bah, ça dépend, il y a plusieurs façons de l'écrire. Si je vous dis écrivez un mètre, comment vous écrivez un mètre? Ben, ça dépend, le mètre d'école ou le mètre pour mesurer? Vous voyez, hein? Donc l'écriture telle qu'elle est en France, c'est pour ça que j'aime bien l'écriture française, moi. Je suis désolée, enfin l'orthographe française. Hein. Je suis désolée, c'est peut-être un combat d'arrière-garde que de dire gardons notre orthographe, mais si vous voyez le mot écrit, vous savez ce que ça veut dire, même quand il est seul. Si vous l'entendez, et s'il est tout seul, vous ne savez pas ce qu'il veut dire, il faut qu'il soit contextualisé. Okay? Quoi qu'il en soit, malgré cela, l'écrit ne représente pas l'objet. L'écrit renvoie à l'oral qui, placé dans un contexte donné, va faire sens. D'accord? Notre écrit, l'écriture cursive latine. Vous avez l'écriture chinoise qui renvoie effectivement à un concept, à un objet. Ce n'est pas la même chose que l'écriture alphabétique. Si vous avez un mot, comment vous dire, un mot renvoie à une idée. Plus un même mot écrit peut être lu de n'importe quelle région de Chine, y compris. Le mot lu, ce qui est écrit, va être lu différemment selon les régions. D'accord. Va être mis à l'oral différemment selon les régions. Et puis il y a des subtilités, par exemple, si vous avez, il y a un signe pour le grain de riz, d'accord? Un signe pour le grain de riz. Et si vous mettez un soleil,
un grain de riz, un soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Bah, si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas l'inventer. Non. Ça veut dire l'automne. L'automne, pourquoi? Parce que c'est en automne que le grain de riz est mûr. D'accord. D'accord? Et si vous mettez un grain de riz, un soleil et un cœur. Eh ben, pour eux, ça veut dire quelque chose. Mais moi, vu que je suis en France, j'en sais rien, en fait, c'est ça. Voilà. Donc, c'est impossible de le deviner. Ça veut dire la nostalgie. D'accord. Vous voyez? Mais en fait, c'est impossible de le deviner. Tandis que si vous avez un mot écrit, bon, c'est vrai qu'on a différentes façons de lire la même lettre. Ceci dit, quand on sait lire, on sait quand même comment prononcer. Hein. Donc, si vous savez lire, vous pouvez lire un texte même que vous ne connaissez pas. Oui. Et si vous êtes en espagnol ou en italien, c'est encore plus, puisqu'on a pratiquement une lettre, un mot, pardon, une lettre, un son, une lettre. Donc voilà le problème donc, de la lecture, du fait, en fait, qu'on ne va pas commencer par le prénom, parce que le prénom, l'enfant est en droit de penser que le prénom le représente. C'est pas vrai, le prénom ne le représente pas. S'il signe, oui. Oui, d'accord. S'il dit, je signe. Et c'est là aussi où il y a une confusion, parce qu'on dit, il faut que l'enfant écrive son prénom pour pouvoir signer ce qu'il a fait. Ah non, non. S'il écrit son prénom, il l'écrit. S'il signe, il signe. Oui, c'est pas la même Ce sont deux choses différentes. Vous ne pouvez pas confondre l'écriture du prénom et la signature. Et là, on fait confondre l'écriture du prénom et la signature qui est une façon d'être représentée, et l'écriture qui n'est pas du tout une façon d'être représentée. Vous voyez? Et donc l'enfant occulte l'idée qu'il y a une relation graphophonologique, d'autant plus que les prénoms sont de moins en moins des prénoms qui correspondent aux occurrences de la langue française, hein, aux occurrences de la relation graphophonologique de la langue française. Je ne sais pas moi. Prenez Christelle. Christelle, vous avez des gens qui l'écrivent K-R-Y. K-R-Y-S. Vous voyez? Vous avez d'autres personnes qui l'écrivent C-R-I. D'autres qui l'écrivent comme on l'écrivait au début, C-H-R-I, etc. Donc vous avez des quantités de façons d'écrire ce même prénom. D'accord? Et l'enfant est encore plus en droit de penser que le prénom le représente. Parce que si vous avez 3 Christelle dans la classe, il est fort possible qu'aucune des 3 n'écrira son prénom de la même façon. D'accord. Donc il dit, ben ça c'est ma Christelle à moi. D'accord. C'est moi. Ok. J'aimerais... Voilà, je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Si. Et j'en ai encore plein. Donc si vous êtes d'accord, j'aimerais rebondir sur la préparation indirecte à l'écriture. Parce que dans la pédagogie Montessori, toute cette préparation indirecte va se faire à travers les activités de vie pratique et de vie sensorielle. Et donc c'est une longue préparation où la main va vraiment être engagée dans une activité qui a un but défini. Et donc voilà, toutes ces activités de vie pratique et de vie sensorielle va permettre à l'enfant après de tenir correctement son crayon, d'avoir une musculature suffisante, d'écrire de gauche à droite, la précision du geste, de ne pas enfoncer trop fort son crayon. Et donc toutes ces activités de vie pratique et de vie sensorielle sont présentes dans une école Montessori. Mais dans une école traditionnelle, en principe, beaucoup moins. Est-ce que pour vous, quel est votre... Enfin, je ne sais pas si vous connaissez la pédagogie Montessori, si vous connaissez ces activités de vie pratique ou vie sensorielle, j'aimerais pouvoir échanger avec vous sur ce sujet, mais je ne sais pas... Alors, je connaissais de nom, comme tout le monde, la pédagogie Montessori. Je m'y suis penchée un petit peu plus il n'y a pas très longtemps, en fait. Et ça recoupe bien ce que je fais, parce que quand vous parlez d'activités traditionnelles de l'école, je suis d'accord avec vous qu'il y a des carences de ce côté-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas, ça veut dire qu'ils ne font pas dans l'objectif de. Vous
Vous comprenez? Mhm. Ils font de la pâte à modeler, ils disent c'est pour délier les doigts, point, même pas, enfin pour tonifier, mais est-ce qu'ils ont pensé qu'avec cette pâte à modeler, ils pouvaient faire des aliments, ils pouvaient faire, enfin, bref, des tas de choses, et puis des façons particulières de malaxer la pâte aussi, enfin bref. Mhm. Et puis, si vous voulez, vous avez dû trouver dans le livre des tableaux de double différenciation et transversalité. Et ça va correspondre vraiment à la question que vous vous posez. C'est-à-dire, ça reprend, c'est pas ça reprend, parce que ça voudrait dire que je me suis inspirée de, pas du tout, je me suis absolument pas inspirée de ça. C'est donc à travers des activités qui n'ont rien à voir avec l'écriture que l'enfant va apprendre ce qui lui permettra d'apprendre à écrire. Mais plusieurs types d'activités. C'est-à-dire, par exemple, il va faire, alors je vais vous redonner les exemples qui sont dans le livre parce que c'est peut-être plus simple pour pouvoir se repérer. Ça va être, par exemple, du jardinage. Ça va être, par exemple, un poster de la mer. Ça va être, par exemple, mon exercice graphique, du coup, de Monsieur Rond qui va chercher des œufs. Hein. Ça peut être le fait de dire on va illustrer ce qu'on fait le week-end. Donc le week-end, on va aller visiter tel lieu, on va arriver sur le parking, il faut garer les voitures, donc on va garer les voitures, etc. Et on va représenter les voitures garées. D'accord? Et Mhm. là, dans tout ce contexte-là, on a matière à faire des alignements bien droits, bien régulièrement espacés, mais motivés. C'est-à-dire pas dire tu les mets bien droits parce que j'ai décidé qu'il fallait que tu les mettes droits. Non, Mhm. si tu te gares dans le parking et que tu te gares de travers, les autres conducteurs vont pas être contents. Si tu dépasses trop, tu vas être dans l'allée, etc. Vous Mhm. voyez? Hein? Si tu sèmes pas tes haricots en ligne, quand ils vont sortir n'importe comment, ils vont être imbriqués les uns dans les autres. Donc tu fais un petit poké là, un poké un petit peu plus loin, un poké un petit peu plus loin, ils seront régulièrement espacés, mais ils doivent être alignés. D'accord? Si on est en salle de motricité, je vous donne un dernier exemple. Si on est en salle de motricité et que on demande aux enfants d'installer des cubes plastiques au sol pour que les enfants puissent ensuite slalomer à pieds joints, en sautant à pieds joints par exemple, entre, hein, eh bien on va les espacer régulièrement pour que ça soit plus facile pour l'enfant puisqu'il aura des repères. On va les aligner bien droit pour qu'ils suivent une ligne. Il y a toujours un motif qui est un motif spécifique qui va permettre à l'enfant d'encoder visuellement la rectitude de la ligne et la régularité des espaces. D'accord, donc là, tous les exemples que vous avez donnés, ça correspond à la gestion statique de l'espace graphique? C'est ça. D'accord. Mais en même temps, les enfants font autre chose. D'où transversalité. Oui. Mhm. Vous Oui, comprenez? un peu Les comme... enfants sont en motricité, sont en jardinage, sont... Oui, oui, oui. Ils sont pas Oui, en train de se dire, je suis en train d'apprendre à tracer une ligne droite, à me repérer sur une ligne surtout droite. pas. Voilà, pas du tout. On va surtout pas leur dire et on va pas mettre de ligne. Ça va se D'accord. faire tout seul. On va D'accord. pas mettre de ligne. Et donc ça, c'est la transversalité, mais en même temps que cette transversalité, il y a une double différenciation. C'est-à-dire que la première différenciation, c'est que l'objectif de l'enseignant, c'est d'enseigner un savoir. Ça, c'est une différenciation, alors que l'objectif de l'enfant, c'est de réaliser une tâche. Hmm. D'accord? Et l'autre différenciation, donc ça c'est une différenciation, l'autre différenciation, c'est qu'au cours d'une même activité, les enfants ne vont pas réaliser la même tâche. Par exemple, je vais reprendre l'exemple des cubes en salle de motricité. Des enfants vont aller, par exemple, choisir les cubes en fonction de leur couleur. Donc il y aura un tri de couleurs pour certains. Et puis ils feront une première ligne d'une couleur, une deuxième ligne de l'autre. Et donc, celui qui aura fait le tri de couleurs va amener ses cubes à un certain endroit. Et là, d'autres vont les prendre et les aligner. Hmm. D'accord? C'est eux qui vont faire l'alignement. Et puis, par exemple, un autre va vérifier que l'alignement soit bon. Donc, il y a une différenciation entre les tâches des enfants en fonction des besoins, en fonction de la compétence qu'on veut faire développer. Donc, il y a bien une double différenciation. Différenciation entre objectif de la tâche, qui est l'objectif de l'enfant, objectif du savoir, qui est l'objectif de l'enseignant. Donc, objet du savoir, objet de la tâche, c'est une différenciation.
et puis différenciation entre les compétences qu'on veut faire acquérir sur cette activité-là aux enfants. Ça va? Je crois avoir compris pourquoi vous avez donné cet exemple-là juste après que j'ai parlé de préparation indirecte à l'écriture. Parce que dans la préparation indirecte à l'écriture avec la vie pratique et la vie sensorielle, l'enfant ne se rend pas compte qu'il est en train de se préparer pour écrire. Et là, dans votre exemple, c'est la même chose. Il ne se rend pas compte qu'il est en train d'être capable de se repérer sur une ligne, par d'autres activités. Exactement. Voilà. Et Exactement. Dans la pédagogie Montessori, la vie pratique, le matériel de vie pratique et le matériel de vie sensorielle va permettre, par exemple, la bonne tenue du crayon. Le fait d'utiliser des puzzles, vous savez, le petit bouton qui dépasse du morceau du puzzle, pour pouvoir attraper le petit bouton, on va utiliser les 3 doigts. Ou alors, quand... C'est faux. Ah bon? Excusez-moi. Allez-y, rebondissez. Oui, parce qu'on ne tient pas le crayon comme ça. On ne tient pas du tout le crayon comme ça. On ne tient pas avec nos 3 doigts? Non. Levez l'index. L'index. Levez l'index. Oui. Ça va? Vous voyez? Est-ce que vous le tenez avec l'index? Ben, il est posé dessus, l'index. Il est posé dessus. Non, attendez, il est posé dessus. Levez l'index. Oui. Est-ce que le crayon tient? Oui, il tient toujours. Est-ce que le crayon tient? Il n'est pas tombé de ma main. Est-ce qu'il est tenu par l'index? Non, il est tenu par le pouce et le majeur. Voilà, il est tenu par le pouce et la face latérale du majeur, et vous le tenez correctement puisque vous ne fermez pas complètement votre main, comme on voit aussi. Alors, je suis désolée, mais j'insiste un petit peu là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui sous prétexte de bonne volonté, sont diffusées par erreur. Hein. On a, par exemple, j'ai trouvé... On m'a signalé, parce que moi je ne cherche pas ce genre de choses, c'est toujours des gens qui me signalent ça. On m'a signalé des blogs où on disait il faut mettre un mouchoir dans la main et appuyer bien fort avec l'annulaire et l'auriculaire dans le creux de la main, à bien appuyer ce mouchoir. Eh bien, si vous faites ça, vous voyez bien que votre majeur n'arrive pas à s'opposer au pouce et votre tenue n'est pas bonne. Vous comprenez? Si vous pliez votre index et votre annulaire, et vous allez voir. Non, pardon, pas votre index, votre auriculaire et votre annulaire. L'auriculaire et l'annulaire, est-ce que c'est facile à tenir? C'est pas confortable, non? Là, ben voilà. Voyez? Donc non, hein, il faut bien laisser comme vous aviez fait tout à l'heure, c'est-à-dire légèrement ouvert. Moi, je vais mettre une petite boule de coton à démaquiller. On peut prendre un coton ordinaire qu'on roule. On l'appelle petit poussin par la circonstance, et pour la circonstance, et on n'écrase pas le petit poussin. Oui, mais je rebondis parce que j'aimerais essayer de comprendre. C'est vrai que l'index, s'il n'était pas là, le crayon ne tombe pas. Je suis d'accord. Mais il est posé dessus. Donc, quand l'enfant va prendre le morceau du pulse par le petit téton, là, il va utiliser ses 3 doigts, en fait. Oui. Comme avec le crayon. Non, regardez, vous n'avez pas vu que vous n'avez pas fait la même chose? Regardez, quand vous tenez votre crayon, oui. Regardez l'emplacement du crayon sur votre majeur. Oui. Le crayon, il est sur le côté. Oui. Et quand vous tenez comme ça, vous tenez comme une pince à linge, c'est-à-dire que votre crayon, il est au bout du majeur. Oui. Et ça, c'est pas bon. C'est bon pour tonifier les doigts, mais c'est pas bon pour apprendre à tenir. D'accord. Bon, bah, je vais prendre ça ne veut pas dire qu'il faut... Oui. Pardon. D'accord, je vais prendre un autre exemple alors. Là, pour muscler le poignet et les doigts, quand l'enfant presse une éponge, il a 2 petits récipients devant lui et il presse l'éponge pour emmener l'eau d'un récipient à un autre. Du coup, ça c'est considéré comme le travail indirect de préparation à l'écriture, puisque l'enfant va muscler ses doigts. Oui, alors j'ai fait aux éditions Larousse, à la demande des éditions Larousse, un livre parascolaire. Donc, il y a la méthode d'écriture et mon cahier d'écriture. Et je crois que c'est dans ma méthode que je donne l'exemple de l'éponge. Oui. Donc, on a de l'eau dans une bassine et on transporte l'eau d'une bassine dans une autre au moyen d'une éponge. D'accord? Donc, ça tonifie. Donc là, je suis bien d'accord avec vous puisque je le dis moi-même. Donc, je ne peux pas le dire et puis vous dire que je ne suis pas d'accord. Ça serait quand même assez paradoxal.
Donc, si vous voulez, ça tonifie la main, mais ça n'apprend pas à tenir le crayon. Non, Ça mais tonifie la main. voilà. Mais pour moi, le geste d'écriture suppose l'acquisition de plusieurs compétences. La tenue correcte du crayon, la musculature du poignet et des doigts, le sens de l'écriture, la précision du geste, le toucher léger et la connaissance du tracé des lettres. Voilà. Oui, sauf que ça fait pas une méthode. Ça fait des petits bouts ajoutés les uns aux autres. Mais il y a pas, si vous voulez, il n'y a pas de problème, c'est utile. Oui. C'est utile, mais ça fait pas une méthode. D'accord? Oui. Ce que je propose en méthode, c'est, et vous verrez, donc, ça a été récupéré d'ailleurs par Eduscol, hein, le schéma que j'ai fait pour ma thèse de doctorat. Vous l'avez sur le geste d'écriture, vous l'avez donc sur Eduscol, vous l'avez en vidéo sur YouTube. Donc, vous voyez qu'à côté du système d'écriture lui-même, il y a des systèmes connexes qui vont travailler la compétence nécessaire pour pouvoir écrire. D'accord? Donc, vous avez tout ce qui concerne la motricité fine, avec tenue et maniement du crayon, auquel s'ajoutera la posture, parce que si la posture n'est pas bonne, le maniement du crayon risque bien de ne pas être bon. D'accord? Donc, posture, tenue et maniement du crayon, et vous reconnaissez des choses que vous faites dedans. Gestion statique de l'espace graphique, donc qui va gérer toutes les contingences spatiales d'écriture, donc vous reconnaissez aussi les choses que vous faites. Et puis, gestion dynamique de l'espace graphique, qui va apprendre le lieu d'attaque et le sens de rotation de la boucle. Ça, vous ne l'avez pas. J'ai introduit tout, si vous voulez, mais on le retrouve ailleurs. D'accord? On retrouve ailleurs la tenue et maniement du crayon. Oui. On retrouve ailleurs la gestion d'espace. Sauf qu'on ne les retrouve pas comme je les propose. Oui. D'accord? Moi, je les propose de façon structurée. C'est une vraie méthode que j'ai créée. Oui. Je ne suis pas allée piquer des bouts chez l'un chez l'autre et dire avec ça, je vais faire mes choux gras. Hein. Non. Oui. Non. C'est une vraie méthode que j'ai conçue. Mais si vous voulez, les activités que l'on va faire pour pouvoir utiliser cette méthode-là, excusez-moi, j'avais un message qui me disait que l'Internet passait mal. Non, ça va, je vous entends très bien, pas de souci, continuez, je vous entends très bien. Ah, bon, alors donc je vous disais, qu'est-ce que je vous disais? Il faut que je raccroche à ce que je disais. Oui, je vous disais donc que les activités que je propose sont des activités structurées qui se font au sein de l'école, mais de façon inconsciente, c'est-à-dire sans savoir exactement à quel moment on peut les faire, et pourquoi. Quelle est la progression, pourquoi on les fait, et comment elles peuvent s'insérer dans un même projet, dans un seul et unique projet. Par exemple, projet jardinage, vous faites des tas de choses dedans. Mais voilà, souvent, projet jardinage, on plante un légume, hein, ou on sème un légume selon ce qu'on fait, et puis après, on va regarder comment il pousse, s'il pousse bien, s'il pousse mal. C'est parfait. Enfin, c'est parfait. Non, c'est bien, mais on peut faire des tas de choses avec. Oui. D'accord? Donc ça, c'est ce que j'explique et qui recoupe un peu l'esprit Montessori sans doute. Hein. Mais moi, Montessori, je ne connaissais pas. Encore une fois, je connaissais que de nom. Et c'est pas du tout calqué sur Montessori. C'est vraiment calqué sur une vraie réflexion sur ce qu'est l'écriture, hein, ce qu'est vraiment l'écriture. Parce que je pars d'un principe, mais ça, j'ai appris ça au CP. Hein, quand il y a un problème, on se pose d'abord la question du problème. Hein, mais je ne sais pas si ça se fait toujours. Hein. Mais ça se faisait il y a 70 ans. Oui. Non, mais mon but, évidemment, c'est que les auditeurs puissent comprendre votre méthode, mais je ne pouvais pas m'empêcher, en fait, d'essayer de faire des ponts entre votre méthode et Montessori, parce que je suis formatrice Montessori, et voilà, je suis formatrice Montessori pour les 3-6, et du coup, j'ai quand même l'impression qu'il y a plus de points communs que de différences. Donc c'est pour ça que j'aime bien toujours un peu creuser pour essayer de comprendre et d'être un peu dans cette optique de recherche. Enfin voilà, la recherche, ça me plaît. Alors, ce qui me plaît, moi, chez Montessori, c'est que nous sommes dans la même optique d'objectif. Oui. D'accord? Nous sommes dans la même optique d'objectif et d'évitement de ce qui peut être cadré de façon rigide. Oui. Vous voyez?
il y a des essais, il y a plusieurs choses qui vont être faites et qui vont converger vers un même apprentissage. Voilà. Hein. Alors, donc, grosso modo, on a déjà tout ça qui est présent, mais pas organisé, donc moi je l'ai organisé. Et ce que j'ai apporté, qui à mon avis n'était pas présent du tout, c'est la gestion dynamique de l'espace graphique, c'est-à-dire le lieu d'attaque et le sens de rotation de la boucle. Et ça a tellement été difficile qu'il y a des personnes qui m'ont dit, mais alors vous faites tourner la crosse de hockey. Mais non, on ne fait pas tourner la crosse de hockey. Mais on apprend lieu d'attaque et sens de rotation de la boucle simplement par des tout petits gestes, si vous voulez. Alors, est-ce que ça serait exact? Alors, je vous explique comment ça se passe en Montessori et du coup, vous me dites ce que vous en pensez par rapport à ce que vous faites. Avec les lettres rugueuses, vous savez, c'est des lettres qui sont... Oui, voilà, vous connaissez, d'accord. Avec les lettres rugueuses, prenons par exemple la lettre L. On va prononcer le son de la lettre, pas le nom, mais le point d'attaque, on va commencer en bas à gauche. On va montrer le geste à l'enfant en prononçant le son. Et donc, du coup, il va observer notre geste, puis il va le faire à son tour. Alors là, je ne suis pas d'accord. Par contre, là où je suis d'accord, c'est que cette pratique-là des lettres rugueuses, d'ailleurs, il y a les lettres rugueuses en police du nom, soit dit au passage. D'accord. Si vous les connaissez. Non, je sais pas. Voilà, c'est au bois des lettres qui fait ça. Donc, ces lettres rugueuses, pour moi, elles ne vont pas du tout servir à apprendre à écrire. Elles vont servir plus à apprendre à lire et à reconnaître les lettres. C'est-à-dire que l'enfant va toucher, fermer les yeux, toucher et dire c'est telle lettre. Parce qu'il n'y a pas de point d'attaque d'une lettre, c'est faux. Oui, il y a un lieu... Attendez, je continue. Non, je continue. Il y a un lieu d'attaque, pas un point d'attaque. Parce que cette attaque va varier en fonction de la lettre qui précède. Toujours. D'accord? Oui. Donc, il n'y a pas un lieu d'attaque. Si vous écrivez on ou n, vous voyez bien que vous ne démarrez pas votre n de la même façon que si vous écrivez en en. Oui. On est d'accord? Oui. Hein? Donc c'est vraiment, comment dire, vous ne pouvez pas parler de point d'attaque. Ça, c'est une première erreur. Une autre erreur, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on manque un petit peu de temps et là, je vais être obligée de vous laisser bientôt. C'est que il y a une erreur, enfin il y a une lacune sur le plan phonétique, non pas sur le plan phonétique lui-même, mais sur la désignation des sons. Quand la désignation a été faite, on nous a parlé de consonnes, on nous a parlé de voyelles. D'accord? Je suis d'accord pour la voyelle, ça porte la voix, j'ouvre la bouche, je fais ah. Je peux le faire jusqu'à demain matin si mes cordes vocales ne lâchent pas. L'air sort. Je peux faire oh. Pareil. L'air sort librement, c'est la voyelle, ça porte la voix. Maintenant, il y a un autre problème. C'est qu'est-ce que je fais des consonnes? Qu'est-ce que c'est qu'une consonne? Consonne, étymologiquement, cum sonare, sonner avec. C'est-à-dire, elle sonne avec une voyelle. Je fais pas, je peux prolonger ma voyelle, pas, mais je ne peux pas prolonger la consonne. D'accord? Donc, je ne peux pas laisser croire à l'enfant qu'il entend la lettre P. Un enfant, un adulte, n'importe qui, n'entend jamais les occlusives. Il ne peut pas les entendre, il entend les syllabes. Il n'entend pas la consonne, puisque la consonne, c'est ce qui est produit par le point d'ouverture. Et au moment où ça ouvre, le son sort. Donc, il fait obligatoirement en même temps la consonne et la voyelle derrière, ou autre chose qu'on appelle aussi une consonne, mais qui à mon avis n'en est pas, ce qu'on appelle les consonnes fricatives, et que moi j'ai appelé les seules sonnes parce qu'elles sonnent seules. Ça évite de les appeler aussi consonnes. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez on peut les prolonger. Vous voyez? Et ça, c'est l'air qui frotte en sortant. Donc, l'air est entravé, mais pas bloqué.
Et donc, je peux les entendre toutes seules. C'est pour ça que je les ai appelées sol, sonne, pour m'aligner sur consonne. Vous comprenez? Oui, oui. Et donc, si vous voulez faire les lettres, utiliser les lettres rugueuses pour dire le son de la lettre, et il y a plusieurs erreurs dedans. Une des erreurs majeures, c'est donc que on va fixer un point d'attaque, et ce point d'attaque, ça ne sera pas forcément toujours le même, donc on fait une erreur, alors que si on commence par un mot, l'enfant voit tout de suite comment l'enchaîner au mot qui précède. On n'écrit pas en attaché, on écrit en cursive. Hein. Si vous dites l'enfant écrit en attaché, il va avoir des problèmes. C'est pour ça qu'on a tant de problèmes, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, en fait. Hein. Et donc, il y a ça. Et puis l'autre chose, c'est de dire le son de la lettre. Donc, quand on fait ça, eh bien, on peut dire le nom de la lettre. C'est un L, c'est un M, c'est un etc. Donc, l'enfant repasse sur ses lettres rugueuses, a ce contact sensoriel, donc il a repassé dessus, et il saura reconnaître c'est un N, c'est un M, etc. Vous voyez? Vous voyez, ça serait un long débat. Alors, comme vous avez peu de temps, si ça vous ennuie pas, je vous pose... Mais vous pouvez le trouver, vous tapez sur mon site, vous tapez le mot consonne, et vous trouvez des articles que j'ai faits où je fais référence justement à Montessori. Ouais, ça serait rigolo alors je suis peut-être pas encore suffisamment spécialiste là, j'ai plein de choses qui me viennent en tête que j'aimerais, voilà, des arguments que j'aimerais vous avancer, mais ça vaudrait le coup peut-être un jour d'échanger avec une personne encore plus spécialiste, parce que bon, voilà, j'ai plein de choses en tête, mais j'avais 2 dernières questions avant que vous partiez. C'était par rapport au pointillé. Pourquoi est-ce que vous pouvez préciser aux auditeurs pourquoi il ne faut pas proposer de pointillés aux enfants? Pour la même raison que ce que je viens de vous expliquer. Ouais. C'est-à-dire, si vous écrivez n'importe quel mot, ben, vous écrivez biberon. Vous voyez B-I-B-E-O-N, d'accord? Vous voyez par où ça passe. Tiens, on va faire un autre exemple. Un exemple que je donne souvent, mais on peut faire avec biberon, on peut faire avec pomme, on peut faire avec tout ce qu'il y a. Avec pomme, c'est pas mal parce qu'il y a 2 N. D'accord? Donc, si vous faites un point et vous faites mettre la lettre M, bon, c'est un exemple classique que je donne de façon classique, hein, mais on peut en donner d'autres. Donc, vous faites un point, la lettre M, un point, la lettre M. Et après, vous demandez à l'enfant d'écrire pomme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un O qui finit vers le haut. Et puis après, il va essayer de descendre sur la ligne et de remonter après pour faire son M. Donc, il a un tracé parasite entre les deux, ou bien il a le premier pont qui s'est transformé en quelque chose de bizarre, alors que le M suivant est fait correctement. Vous comprenez? Oui. Donc, passer sur les pointillés oblige à, comment je veux dire, incite l'enfant à dire c'est comme ça que doit être cette lettre. Oui. Ce que je préconise en élémentaire, mais en élémentaire, on a normalement déjà appris à écrire en maternelle, d'accord? C'est pour se remémorer le tracé d'une lettre, de passer rapidement dessus. On passe, hop, d'un geste vif, hop, hop, hop. Vous voyez, on passe plusieurs fois de suite sur la lettre, ce qui n'a rien à voir avec passer de façon laborieuse sur la lettre. D'accord? D'accord. Hein, comme on voit aussi des tracés qui sont faits lentement, hop, hop, hop. Ben ça, c'est quelqu'un qui n'a rien compris à l'écriture. Hein. Oui, et avec les pointillés, le risque, c'est peut-être aussi que l'enfant perçoive chaque mot ou chaque lettre comme un dessin à reproduire, alors que ce n'est pas le cas. C'est ça. C'est-à-dire, c'est un dessin à reproduire de façon figée. Alors qu'une lettre s'écrit par anticipation. C'est-à-dire que quand vous commencez à écrire, si vous voulez écrire, si vous voulez écrire le mot bon ou le mot bien, eh bien, il faut que vous ayez en tête la suite du mot quand vous écrivez votre B, pour savoir comment vous allez le finir. Oui. Vous comprenez? De la même façon, vous allez changer l'attaque du M, c'est ce qu'on appelle un recodage. Hein, c'est-à-dire c'est toujours la même forme. Le N, il aura toujours ses 2 ponts et son début d'étrécie à la fin, sauf que le début sera recodé en fonction de la lettre qui précède, et il sera recodé en fonction de la lettre qui suit, bien sûr. Hein. C'est pas la même chose si j'écris ne
que si j'écris, qu'est-ce que je peux écrire, NE ou NR ou NS. Vous voyez, là aussi, il y a une grosse confusion. J'ai vu quelque part qu'il y avait des confusions entre la table de grande boucle, qui va donc nous donner le début des lettres J, R, S, etc. L, c'est la même chose. Hein. Attention, ce n'est pas la lettre L qui est le début de l'écriture. La lettre L, c'est une lettre de l'alphabet. Hein. Le début d'écriture, c'est la boucle. Hein. C'est pas, on n'a pas une lettre dans d'autres lettres. Hein. Bref, donc, on va avoir ces lettres-là qui commencent par attaque de grande boucle, J, P, R, S. Enfin, je vous les ai données dans le désordre d'ailleurs. Hein. Mais on ne peut pas dire c'est parce que ça monte qu'on va dire c'est la même chose que le I. Si vous commencez un S et un I de la même façon, soit votre I va être raté, soit votre S va être raté. Donc, en fait, si on vous dit c'est la même chose, ça veut dire qu'on a simplifié parce que vous n'êtes pas à même de comprendre ce truc-là, quoi. Trop compliqué pour votre petit cerveau. D'accord. Bon, vous comprenez bien que c'est une boutade. Hein. Oui. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Hein. D'accord. On est bien d'accord. Hein. Et ma dernière question, elle sera sur les guides doigts. J'ai l'impression que vous déconseillez l'utilisation des guides doigts car c'est plus une contrainte qu'un réel apprentissage, c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Les guides de doigts peuvent être, je dirais, fabriqués, entre guillemets, par les ergothérapeutes quand un enfant a une pathologie ou qu'il a eu un accident, qu'il a eu des doigts déformés, etc. Hein? Mais en dehors de ça, non. Encore que moi, j'ai eu l'occasion de rééduquer un enfant à qui on avait greffé les orteils à la place des doigts parce qu'il manquait tous les doigts suite à un accident. Et ça a très bien marché. Il n'y a pas eu besoin de mettre quoi que ce soit comme guide doigt. Non, c'est exceptionnel. Et ça n'est pas un rééducateur banal qui va faire ça. Là, on aura besoin d'un ergothérapeute. Oui, d'accord. Mais en classe, en tout cas, vous déconseillez leur utilisation. Ah oui, parce que en fait, si vous prenez un guide doigt, c'est comme si vous portez les chaussures de quelqu'un d'autre. Hein. Quelqu'un a porté des chaussures pendant 2 ans ou 3 ans et vous les passe, et bien vous allez voir, vous aurez du mal à poser le talon parce que le talon ne se pose pas de la même façon pour tout le monde. Et vous allez marcher avec des difficultés. Eh bien là, ça va être pareil. Votre guide doigt, il va avoir une forme donnée. Et donc, si on vous impose cette forme, vous n'allez pas être à l'aise. Il vaut mieux apprendre à un enfant à tenir son crayon correctement plutôt que de lui donner une prothèse. C'est comme si on lui donnait des béquilles pour apprendre à marcher. Oui, la comparaison est explicite. D'accord. Et ben, voilà. Merci beaucoup pour cet épisode, c'était vraiment très très riche de pouvoir échanger avec vous et évidemment j'invite les auditeurs à lire votre livre. Je mettrai le titre dans les notes de l'épisode. Et merci beaucoup Daniel. Merci Céline. Merci Céline, je vous souhaite une bonne journée. Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine!